La première ministre Judith Suminwa a lancé ce jeudi 12 décembre le géoportail national en République démocratique du Congo. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une gestion durable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo, accusés d'être à l'origine d'une grande insécurité au village Kubona dans les secteurs d'Asso Banyungu, à Massissi, où ils s'adonneraient à des actes de violence et de pillage. Et puis le projet des 10 budgétaires exercice 2025 de la ville du Kasaï oriental a été présenté ce jour à l'Assemblée provinciale, un projet évalué à des milliards de francs congolais. Nouvelle édition du journal sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lancement ce jeudi en République démocratique du Congo du Géospatial national, un projet stratégique qui met les données géospatiales modernes au service d'une gestion durable de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Un projet porté par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est guidé par la première ministre Judith Suminwa qui a lancé ses assises. GeoRDC, Géoportail national, un projet qui vise la modernisation de la gouvernance de ressources naturelles, faisant recours aux solutions technologiques innovantes pour relever le défi du développement durable. Un outil important pour la collecte, analyse et le partage des données. La mise en place des Géo a été décidée lors de la 11e réunion du Conseil des ministres du 30 août 2024, afin de permettre à notre pays de disposer d'un service dénommé GeoRDC qui aura pour mission d'établir un cadre juridique solide pour la gestion des données géospatiales et d'assurer une coordination efficace entre les différentes politiques sectorielles en matière d'observateurs de la Terre. Dans son allocution, la première ministre qui lançait ce projet a indiqué que ces deux initiatives sont le pilier d'acquisition et gestion des données pour le développement du pays. Le GeoRDC et le Géoportail national sont deux initiatives que nous lançons aujourd'hui devant servir de pilier d'acquisition et de gestion des données pour le développement de notre pays. Le GeoRDC permettra de coordonner toutes les initiatives nationales d'observation de la Terre et nous connecter à une communauté internationale, nous donnant accès à des technologies de l'expertise de pointe. Le Géoportail national, c'est la porte d'entrée, c'est l'interface. C'est la plateforme qui rendra l'information géographique accessible à tous, des citoyens aux décideurs, en passant par les chercheurs et les entreprises. Notez que grâce à la dotation de cet outil, la RDC est désormais classée premier leader en matière d'innovation et de gestion durable sur toute l'Afrique. Revenons sur l'adresse du chef de l'État à la nation dans le volet lié à la santé. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie et aucun enfant ne doit mourir en venant au monde. C'est ce qui prône la gratuité de l'accouchement effectif dans 13 provinces de la République démocratique du Congo. Et sachez que depuis son effectivité, 1,3 million de femmes ont pu accoucher sans aucune barrière financière. Suivez. La revue de la première année de gratuité des accouchements révèle des résultats très encourageants. Plus de 1,3 million de femmes ont bénéficié de ces services dans 4 300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Ces efforts ont entraîné une baisse de la mortalité néonatale et une augmentation de l'espérance de vie des Congolais. À ce jour, la gratuité des accouchements est effective dans 13 provinces, avec une extension prévue à l'ensemble des provinces en 2025. Parallèlement, le gouvernement s'engage également à doter chaque province d'un hôpital de référence afin de mettre un terme aux déserts médicaux. Nous
nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que le Mpox, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, les fièvres hémorragiques virales, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant la province du Kwango. Et le vice-gouverneur du Congo central, accompagné des ministres provinciaux des ITPR, celui des transports et voies de communication, ont effectué une descente sur le pont Maréchal. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ont causé l'effondrement d'un mur de soutènement d'une des pylônes du pont Maréchal. Prosper Ntela Ntambila, Jacques Condé et Edouard Samba y sont allés pour s'enquérir de la situation et prendre des mesures préventives contre le pire. Et les habitants du village Kubona dans le secteur d'Osso au Banyungu à Massissi dans la province du Nord Kivu dénoncent une grave insécurité dans ce coin. Ils accusent les Wazalendo d'être à la base de cette situation. Ils sont venus de Baoundé, l'une des chefferies de Massissi au Nord Kivu, où ils ont fui le M23. Les Wazalendo qui se sont réfugiés à Rubona sèment la terreur dans ce coin, à en croire les habitants. Plusieurs actes effrayants se sont produits depuis leur arrivée. Extorsion de biens de la population, torture et massacres, tout ceci attribué à ces civils qui se sont portés volontaires pour défendre la patrie. Cette situation cause chaque instant une psychose dans les chefs de la population, paralysant ainsi toutes les activités. Sans moyen de défense, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour intervenir en toute diligence en vue de sécuriser et rétablir la paix dans ce coin de la province du Nord Kivu. La République démocratique du Congo a réalisé un progrès important dans la mise en place d'un mécanisme national de prévention des tortures, mais une mise en œuvre rapide est essentielle. C'est le sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture qu'il a déclaré dans un communiqué après un séjour des membres de ces comités le 11 décembre. Plus de détails avec Bénédicte Kokemo. C'est en rapport aux conditions inhumaines de détention que les sous-comités de l'ONU appellent à une mise en œuvre urgente du mécanisme national de prévention de la torture. En effet, cette mission déclare dans son rapport de la descente sur le terrain du 1er au 7 décembre avoir constaté une surpopulation carcérale qui s'étend aux cellules et aux cachots des commissariats de police et des tribunaux, des lieux pas du tout adaptés pour détenir des personnes au-delà de 48 heures. Selon le constat fait par le sous-comité de l'ONU, cette situation est principalement causée par un recours systématique à la détention provisoire et cela pendant de longues périodes. Le sous-comité des Nations Unies pour la prévention de torture appelle à une mise en œuvre urgente, a affirmé dans son communiqué une soumission d'un rapport confidentiel à la République démocratique du Congo qui détaille ses observations pour prévenir la torture et améliorer les conditions de détention. Il s'y est de savoir que ce sous-comité a pour mission d'effectuer des visites inopinées dans des prisons, les centres de détention, des hôpitaux psychiatriques et tout autre lieu où des personnes sont privées de liberté depuis 2007. Le gouverneur du Kasaï-Oriental a présenté ce jeudi à l'Assemblée provinciale le projet d'édit budgétaire exercice 2025. Il est évalué à 1233 milliards 311 millions 348 000 francs et 80 centimes. Suivez. La plénière du jeudi 12 décembre de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental a vibré au rythme d'un débat très houleux porté sur la présentation des dits budgétaires faite par le gouverneur Jean-Paul Mbouébois. Des chiffres qui vont permettre de développer la province. Je confirme que ce projet d'édit constitue le reflet du programme de votre gouvernement provincial. Il reprend une série d'actions et de réformes à entreprendre en vue de permettre à notre province de poursuivre sa marche vers des perspectives d'amélioration des conditions de vie, la réduction de la pauvreté
et des inégalités de nos populations. Les dépenses d'investissement comprennent ceci. 1. Dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement ont été exécutées à hauteur de francs congolais 25 464 550 francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 25 430 459 577 francs congolais 10 centimes, soit un taux d'exécution de 0,10%. Pour les élus provinciaux, ce projet comprend plusieurs failles. Vous ne devez pas nous présenter un projet, la reddition des comptes sans les rapports de la Cour des comptes. Ce sont les grandes failles, Excellence, Monsieur le Gouverneur, quand je parle, le ministre des Finances, monsieur, qui peut demander à rejeter ces budgets comme ça. Parce que ce sont les rapports ce rapport-là de la Cour des comptes qui détermine, qui prouve à suffisance comment est-ce que ce budget 2023 a été exécuté et qui vous donne même les orientations. Notez que ce budget prend en charge beaucoup plus de domaines qu'avant. Et en transport, vol inaugural de Air Congo à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Le gouverneur de cette province, Jean-Paul Mbouéboué, a assisté à cet événement qui marque un pas en avant pour sa province dans le secteur de transport aérien. Regardez. C'est une joie pour la population du Kasaï oriental. Le Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo y est désormais fonctionnel. Son vol inaugural a eu lieu le mercredi 11 décembre en présence du gouverneur Jean-Paul Mbouéboué, accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité et le commandant de la régie de voies aériennes RVA. Ils ont assisté à l'atterrissage de cet aéronef. Le confort est au rendez-vous, comme l'a constaté le premier citoyen de cette province lors d'une visite effectuée à bord. À en croire la directrice commerciale de la compagnie Air Congo, l'objectif de cette compagnie est de desservir toutes les villes de la RDC. Notez, cet engin a eu une capacité d'accueil de 154 places en classe économique et 16 en business class. Il est prévu un fonctionnement de tous les jours pour desservir le Kasaï oriental. Et parlons infrastructure, échange entre le vice-gouverneur du Congo central le mercredi 11 décembre à l'hôtel du gouvernorat. La construction des nouvelles routes partant de Banana à Mbanzangungu était parmi les sujets abordés. Suivez. La délégation du groupe d'investisseurs chinois Kinge, reçue par le vice-gouverneur de la province du Congo central, prévoit se lancer dans la construction des routes pour faciliter les échanges entre les villes en vue de développer la province. Vous savez, vous avez une équipe gouvernementale qui est tellement merveilleuse qu'elle a un projet précis et son Excellence, Monsieur le Gouverneur et son vice ont une image claire de ce qu'ils veulent faire de cette province Eldorado pour les autres. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un appui. Il a été décidé de construire et moderniser la boucle Banana en passant par Lukula, Tchela, Madouda, Batasiala, Sumbi, Luozi et en jetant un pont sur le fleuve au niveau de Boulou pour atteindre Mbanzangungu. Donc désormais, avec cette route, nous pouvons facilement passer de Banana à Kinshasa sans passer par Matadi. Donc partout où passent ces routes, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont être créées, ce qui pourra aider la province à se développer davantage. Hormis les routes, ce groupe d'investisseurs chinois veut également exploiter des gisements se trouvant dans les parties cataractes et Lukaya. En dehors de cet axe, il y a aussi l'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpangu. Et après études satellitaires, on a trouvé des très grandes concrétions de coltan et de castérites. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Notez que le lancement de tous ces projets est prévu pour le début de l'année 2025.
Et pour terminer, en international en Haïti, un mois après avoir été fermé en raison des violences, la primature annonce la réouverture du principal aéroport international du pays pour les vols commerciaux le mercredi 11 décembre. Suivez. C'est depuis un mois que la fermeture du principal aéroport de l'Haïti a eu lieu. En raison des groupes de gangs qui ont ouvert le feu sur l'aéroport, principalement des avions, cette fermeture a été effectuée de manière contraignante cette année plusieurs fois, chose qui a paralysé l'économie du pays. Après l'annonce de cette réouverture par la primature, aucun passager ni vol n'a été visible depuis le mercredi 11 décembre. À la place, une présence des éléments de la police lourdement équipés se laisse remarquer à l'aéroport, dans des points de contrôle à l'aéroport et aux voies pouvant conduire à l'aéroport jusqu'à présent. Les compagnies aériennes n'ont pas encore annoncé la reprise de leurs services dans le pays. Des territoires haïtiennes sont encore aux mains des gangs malgré la présence des soldats haïtiens ensemble avec les forces kenyanes. La rouverture de cet aéroport est une avancée malgré la situation qui demeure fragile. Et on va vous rappeler les principaux titres de ce journal. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce jeudi 12 décembre le géoportail national en République démocratique du Congo. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une gestion durable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo, accusés d'être à l'origine d'une grande insécurité au village Kubona dans les secteurs d'Asso Banyungu, à Massissi, où ils s'adonneraient à des actes de violence et de pillage. Et puis le projet des 10 budgétaires exercice 2025 de la ville du Kasaï oriental a été présenté ce jour à l'Assemblée provinciale, un projet évalué à des milliards de francs congolais. Et c'en est fini, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Au revoir.